Bon. Donc, je vais enchaîner sur les explications abductives. Voilà. Il me reste, bon, je vous ai appris peut-être des morceaux pour parler un peu de la dernière partie. On va voir à quelle vitesse j'ai beaucoup de slides. Donc, on va retrouver Abraham maintenant voilà, chez l'ophtalmo. Non, il y a une autre question à poser à son médecin. Il dit, bah, bon, je ne vois pas bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Et là, bah, le médecin lui dit, oui, mais attention, cette fois-ci, votre question, ce n'est pas la même question qu'avant. Avant, je pouvais déductivement, vous m'avez posé une question, est-ce que, voilà, si je suis myope et que j'ai de la conjonctivite, est-ce que je vais avoir une vision floue, les yeux rouges, ou alors de la fièvre? Ça, je pouvais le déduire des connaissances que j'ai. Là, déduire de ma connaissance médicale, globalement, que votre vision est floue, je ne peux pas le faire. Je vais devoir, en fait, poser des hypothèses supplémentaires, des hypothèses, en fait, sur les maladies dont vous souffrez. Ça, ce n'est pas donné directement par la théorie médicale. Donc, le médecin lui dit, ben voilà, une explication possible, c'est que... mais ce n'est pas la seule explication possible. Et vous ferez pour voir vos mains. Donc, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Voilà. Donc, cette fois-ci, l'explanance, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ce n'est pas la formule de tout à l'heure. C'est simplement, voilà, ma vision est floue. C'est vrai dans le monde réel. La théorie médicale, elle est censée l'être également, mais elle ne permet pas d'expliquer pourquoi on va pas sur sa vision est floue. On va avoir besoin de la compléter, de former des hypothèses pour pouvoir obtenir ce lien déductif. Et donc, ce qu'on doit faire ici, c'est regarder comment compléter raisonnablement les informations disponibles, comment former des hypothèses supplémentaires qui vont permettre d'établir ce lien déductif. Et pour pouvoir trouver ces hypothèses supplémentaires, on va avoir besoin de mettre en place un autre type de raisonnement, non déductif, forcément, qui s'appelle l'abduction. Voilà. Alors, c'est très ancien. Hein. Isabelle Bloch parlait de Peirce, un philosophe américain du siècle dernier. En fait, c'est beaucoup plus vieux que ça. Vous trouvez la notion d'abduction, vous la voyez apparaître chez Aristote, en fait, dans l'Organon, dans le Trité grec, avec les autres formes de raisonnement, avec le syllogisme, l'analogie, etc. Donc ici, si on s'efforce de mathématiser finalement le problème du raisonnement abductif, vous voyez, on va rechercher un explanance qui va prendre la forme d'une formule, ici alpha, qui, si je complète ma théorie avec alpha, va me permettre d'établir ce lien déductif vers l'explanant double, vers phi, ce que l'on veut expliquer. Et bien sûr, on va supposer que l'explication n'est pas triviale, c'est-à-dire que cette hypothèse alpha qu'on fait, elle reste compatible avec notre théorie du domaine. Sinon, à partir du fond, on peut déduire n'importe quoi et voilà, supposer quelque chose d'absurde suffirait à tout expliquer. C'est pas tout à fait convaincant. Tiens, je ne fonctionne plus. Voilà. Et donc ça, trouver un tel alpha, on va toujours pouvoir le faire, sauf dans le cas de figure qu'on peut normalement éliminer, où en fait l'explanance est contradictoire avec la théorie. D'accord? Donc ça, on est censé pouvoir écarter ce cas, parce que l'explanance, ici, c'est une observation faite, c'est quelque chose qui est vrai dans le monde réel, et on a supposé que la théorie l'était aussi. Et dans ce cas-là, il y a bien un modèle commun entre la théorie
et la formule qu'il s'agit d'expliquer. Elles sont cohérentes. Elles possèdent un modèle commun. Si elles possèdent un modèle en commun, on peut prouver, je vous épargne les détails, qu'on va toujours pouvoir trouver un tel alpha. Par exemple, il suffit de prendre phi. C'est une explication triviale. Souvent, ce n'est pas ça qui va contenir, mais phi fournit un phi. Voilà. Alors, on peut aussi, et c'est intéressant pour notre idée d'intelligibilité, rappelez-vous, on cherche des explications qui soient structurellement simples. On va pouvoir poser des contraintes sur la forme syntaxique de l'explication. On va pouvoir dire, alpha, mon explanance, je vais le limiter à des conjonctions de littéraux, par exemple, en logique propositionnelle. Voilà. Parce que ça, c'est structurellement très simple. C'est juste une conjonction de propriétés. Donc, savoir quand est-ce que c'est vrai, une conjonction de propriétés, c'est juste quand toutes les propriétés sont là. Ce n'est pas compliqué à interpréter. Donc, dans ce cas-là, il va suffire de considérer ce qu'on appelle un impliquant de l'explanance. N'importe quel impliquant de l'explanance va pouvoir fonctionner. Voilà. Ce sera une explication adductive. Donc, par exemple, oui, c'est super convaincant. Pourquoi est-ce que j'ai la vision, je vois flou? Parce que je vois flou. Ouais, okay. Parce que je vois flou et que je souffre de conjonctivite. Bon, c'est pas terrible non plus. Si on se limite à ça, vous voyez que la myopie, pour l'instant, ça ne suffit pas, ça ne convient pas. Il faut prendre en compte, bien sûr, et c'est ce qui nous intéresse ici, la théorie du domaine. Et ça, on va pouvoir le faire. Donc, ne pas se limiter aux impliquants de phi, mais réussir à prendre en compte la théorie du domaine. Et ça, ce n'est pas très compliqué. Vous savez, en logique propositionnaire, on a ce qu'on appelle un métathéorème de la déduction. C'est ce qui fait le lien entre cet opérateur ici du métalangage, de la déduction d'un point de vue sémantique, avec l'implication matérielle qui est un élément du langage. D'accord ? Il y a une forme, ce n'est pas tout à fait la même forme en logique du premier rang, ça existe aussi. Il faut faire attention aux variables libres, mais ça existe également. Et en tout cas, on va avoir, vous voyez, on peut réussir à faire passer cette théorie de l'autre côté du symbole de déduction et du coup considérer alpha comme maintenant un impliquant de cette formule T implique alpha. Voilà. Et là, c'est bien, on est content parce que finalement, l'hypothèse, OK, tu vois flou parce que tu es myope, on réussit à l'attraper. Ça va? Alors, ce n'est pas la seule explication. Et ça, c'est facile à voir. Pourquoi ce n'est pas la seule explication? Parce que, en logique classique, en tout cas, on sait que la déduction est monotone. Si vous réussissez à prouver un énoncé à partir d'une certaine théorie logique, et que vous renforcez cette théorie logique, vous ajoutez des hypothèses supplémentaires, vous pourrez toujours continuer à déduire. C'est ça la propriété de monotonie. Ce n'est pas vrai. Typiquement, c'est une propriété qu'on ne veut pas avoir vérifiée pour le raisonnement de sens commun. Parce que dans la vie de tous les jours, en plus de la théorie, on a des hypothèses qui arrivent, qui sont là par défaut, des sortes d'hypothèses de normalité du monde, qui peuvent être, bien sûr, être remises en cause si on ajoute de l'information dans la théorie. C'est ça la non-monotonie. Bon, en tout cas, ici, vous voyez, à partir du moment où j'ai une explication, je vois flou, ça explique pourquoi je vois flou. Du coup, si je vois flou et quelque chose, ça explique aussi. Et autre chose, ça explique encore. Tant qu'on ne met pas en cause la cohérence avec la théorie, donc ça peut être des choses qui n'ont strictement rien à voir, on continue à expliquer. Et ce n'est pas pertinent. D'accord ? Voilà, Abraham voit flou parce qu'il voit flou et qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Bon. Voilà. Donc, ça, on n'a pas envie de devoir traîner ces propriétés supplémentaires dans nos explications. Nos explications voudraient se concentrer sur ce qui est véritablement nécessaire pour pouvoir, en fait, justifier l'explanance d'un point de vue déductif, ne pas en avoir trop. Donc, on va s'intéresser à des explications qu'on peut qualifier de minimales. Minimales, en fait, pour la déduction logique, c'est-à-dire les plus faibles possibles. Voilà, logically weakest. C'est celle qui, finalement, présuppose, pour le moins de suppositions possibles, finalement.
voyez, on va compléter notre théorie, on veut la compléter au minimum pour pouvoir créer ce lien déductif entre la théorie et la formule à expliquer, hein, l'expérience. Voilà. Donc, ça existe. On peut caractériser ça logiquement en ayant recours à un concept bien connu en logique. Vous connaissez peut-être, si vous avez fait un peu de choses autour des... Alors, peut-être plus d'ailleurs du côté des circuits. Vous avez appris comment un ordinateur, ça se construit, un peu de logique combinatoire. On vous a peut-être parlé d'impliquant premier de fonctions booléennes. Ça sert pour essayer de minimiser les fonctions booléennes et fabriquer les circuits. Donc, le nom de Quine vous dit peut-être quelque chose, l'algorithme de Quine-McCluskey. Souvent, on voit ça. Alors, il y a des choses très anciennes. Hein, il y a des, on utilise tout ça aujourd'hui pour faire de la conception de circuits. Après, les diagrammes de Carnot, ça doit vous parler. Les diagrammes de Carnot, souvent, on voit l'algorithme de Quine. C'est un vieux truc. Hein, mais voilà, c'est ce Quine. Et cet algorithme de Quine-McCluskey passe par un calcul d'impliquant premier de fonction booléenne. Voilà, leur nombre est fini, hein, à l'équivalence logique près, leur nombre peut être exponentiel. Donc, on peut noter ça. Et sur notre exemple, voilà, en fait, si on veut expliquer pourquoi Abraham a une vision floue, ça peut être parce qu'il est myope. Et puis, on a une autre explication, là, on pourra le voir, l'explication MS sur laquelle je reviendrai après, ce sont ces impliquants premiers. C'est des choses qui suffisent, en fait. Il suffit de compléter la théorie avec ces informations-là, ces hypothèses-là, pour pouvoir justifier le lien déductif à l'explanance. Voilà. Et en fait, en logique propositionnelle, on va faire un petit coup de Madeleine de Proust. Il y a tout, c'est très facile à voir. Hein. On peut, pour n'importe quelle explication abductive, on va toujours pouvoir trouver une explication abductive minimale, hein, plus faible, parce qu'on travaille ici avec des termes. Simplement, rendre un terme plus faible, c'est supprimer les littéraux du terme, d'accord? Et à un moment, hein, si on supprime tous les littéraux, il nous reste une conjonction qui est vide. Quand la conjonction est vide, puisqu'on a besoin de compléter la théorie, on a quelque chose qui n'est plus une explication. Donc, ce process d'élimination des littéraux, on parle d'un nombre de littéraux fini, qui s'arrête. D'accord? Voilà. Donc tout ça passe par des calculs d'impliquants premiers. Il y a pléthore d'algorithmes pour calculer ça. Ces concepts-là, vous pouvez les utiliser en IA pour faire plein d'autres choses. Du raisonnement non monotone, on retrouve ça un peu partout. J'ai écrit il y a déjà longtemps un gros chapitre sur cette question-là. Voilà, qui est dans la bibliographie à la fin, mais enfin, il y a plein, voilà, depuis les années 50, il y a plein d'algos qui ont été proposés pour faire ça. Et là, ma Madeleine de Proust dit, tiens, au premier rang, qu'est-ce qui se passe? Si on essaie de généraliser un petit peu les choses, au premier rang, de considérer des conjonctions de littéraux, hein, mais maintenant existentiellement quantifiées. On va s'autoriser les quantifications existentielles. D'accord? Et bien dans ce cas-là, on n'a plus ce genre de propriété, hein, même dans des cadres peu restreints du premier ordre, type datalog, donc on n'a pas de symbole de fonction, autre que des constantes, on n'a pas d'égalité. Ça, c'est un truc, voilà, de Proust, j'ai trouvé ça dans ma thèse. Donc, c'était il y a longtemps. Ça peut se faire assez simplement comme ça. Voilà. Imaginez, vous avez une théorie ici du premier ordre. Cette théorie, elle dit simplement ma relation T, elle est transitive. Et vous voulez prouver que voilà, il existe un X, donc une relation binaire, voilà, qui vérifie tel qu'on a P de XX, pour au moins un X. Donc, vous pouvez utiliser phi comme une explication de ça, elle-même. Mais la question, c'est de voir s'il n'y a pas une explication un petit peu plus faible. Alors, vous pouvez trouver une explication plus faible. Vous voyez, l'explication alpha 1 qui est là, d'accord, elle est strictement plus faible. Cette explication ici, elle dit simplement j'ai un X et un Y,
d'accord, tels que GP de XY et GP de YX. Ça va, tout le monde? Voilà, donc, à partir du moment où phi est vrai, hein, ce que vous pouvez observer, alpha 1 est vrai aussi. Il suffit de prendre y égale x. Si vous avez un x qui vérifie phi de x, vous allez aussi trouver un x et un y avec y égale x, hein, tel que alpha 1 soit vrai. Donc, vous avez phi qui est logiquement plus fort, hein, et strictement plus fort que alpha 1. C'est strictement plus fort. Dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Vous pourriez très bien avoir, d'accord, un x qui est en relation avec un y. Vous voyez ça comme des graphes, hein, c'est plus simple. Avec votre relation d'adjacence sur les graphes, un x relié à un y relié à x, puis x qui n'est pas relié à lui-même, y qui n'est pas relié à lui-même. Alors pour autant, si on utilise la théorie, on peut quand même, à partir de alpha 1 et de la théorie, prouver phi. Si on contrapose les choses, on retrouve quelque chose d'assez connu, hein, qui est finalement la définition de ce qu'est un ordre strict. Une relation d'ordre strict, on peut le dire, c'est une relation qui est transitive et irréflexive, d'accord? Et on ajoute parfois, elle est aussi antisymétrique. En vrai, on n'a pas besoin de l'ajouter parce que être irréflexif et antisymétrique, quand on est transitif, c'est la même chose. C'est équivalent au duo de la transitivité. Et ici, c'est une contraposition presque ce que j'utilisais là-dedans. Vous voyez, en fait, on peut continuer la chose, c'est-à-dire continuer à produire des explications qui sont de plus en plus faibles logiquement, d'accord, et qui suffisent pour autant chaque fois à prouver l'expérience. Et ça, évidemment, aussi loin qu'on le souhaite. Donc, on n'a pas de notion propre ici d'impliquant premier qui fonctionnerait, et donc on n'a pas cette propriété de couverture qu'on avait en logique propositionnelle. Voilà, ça, c'est pour les vieux souvenirs de ce combattant. Bon. Tiens. Voilà. Bon, sur maintenant, une question importante, c'est quand même, on a dérivé une explication inductive. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de sa vérité dans le vrai monde, hein, celui qu'on essaie de modéliser par la théorie? Globalement, de façon générale, on ne peut pas dire grand-chose, à part dans des cas triviaux. Hein, elle n'est pas forcément vraie. Je vais aller vite là-dessus. Le raisonnement abductif, il n'est pas déductif. Il y a que la déduction qui préserve la vérité. Sinon, on appellerait ça déductif. C'est ampliatif, ça permet d'aller au-delà. D'accord ? C'est important pour créer des hypothèses. Tout comme l'induction, c'est important pour généraliser. Et on a besoin de ces formes de raisonnement non purement déductives. Voilà, mais du coup, si ce n'est pas purement déductif, ça ne préserve pas la vérité. Il pourrait y avoir d'autres explications. Ici, vous voyez, la théorie, on sait qu'elle n'est pas complète. Abraham, il est peut-être, il voit peut-être flou parce qu'il est présbyte. Voilà. Il manque d'informations, ça on ne peut pas l'exclure. Donc on ne peut pas garantir que l'explication produite ici, c'est la bonne explication de façon générale. Voilà, donc un autre point à retenir aussi, assez souvent pour éviter les explications triviales, pourquoi est-ce qu'Abraham voit flou? Parce qu'il voit flou. Ok, top, ça ne nous aide pas. On va souvent restreindre en fait les propriétés d'intérêt, celles qu'on veut voir apparaître dans les explications. Donc ça, c'est la notion d'abducible, d'hypothèse admissible dans une explication. Voilà, ça se fait typiquement dans le cadre du diagnostic. Sur cet exemple-là, on pourrait se limiter en fait aux maladies possibles. Vous voyez, la vision floue, c'est un symptôme. Les maladies, c'est la myopie. Et puis ce MS ici, dont je vais vous parler juste après. Voilà. Alors là, quand on restreint les abducibles, contrairement à ce que je vous ai montré précédemment, ce n'est pas certain qu'on puisse trouver une explication. Et par ailleurs, déterminer si une explication existe, c'est calculatoirement plus difficile que en logique propositionnelle que le problème de la déduction.
le monde d'un niveau dans ce qu'on appelle la hiérarchie polynomiale. Ça a une conséquence aussi sur la possibilité en pratique d'utiliser des administrateurs automatiques, même si on reste dans le cadre décidable ici, pour pouvoir finalement répondre à ce genre de questions. Bon. Je vais passer assez vite là-dessus. Je vais passer aussi assez vite sur le côté explication préférée, parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans des explications, il peut y en avoir une quantité importante, exponentielle. Et on a vu cette question d'intelligibilité. On ne peut pas fournir tout ce paquet-là d'explications finalement à personne qui nous demande de comprendre. On ne va rien comprendre du tout. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'exploiter des notions de préférence et fournir des explications particulières qui ont peut-être des chances d'être les explications les plus pertinentes, les meilleures pour la personne. Pour la personne. Voilà. Et là, on peut considérer un tas de critères de préférence pour faire des choix. Critères de préférence qui peuvent s'appuyer, par exemple, non seulement sur les abducibles eux-mêmes, mais aussi sur les manifestations. C'est-à-dire qu'au-delà de l'explanance, ce pourquoi on veut expliquer, il y a peut-être d'autres manifestations qui apparaissent, d'autres symptômes qu'on pourrait aussi vouloir expliquer, peut-être de façon moins prioritaire. Mais si on a une explication qui permet d'expliquer tout ce qu'on observe, c'est peut-être une explication meilleure qu'une explication qui expliquerait moins de manifestations. Et ça, dans le cadre médical, c'est souvent pris en compte. Voilà. Et là, on retourne. J'ai dit tout à l'heure, le médecin Abraham, il dit bon, montrez-moi vos mains. Les mains, elles sont bizarres. Et effectivement, et là, c'est vrai, pour Abraham Lincoln, en tout cas, voilà, il présentait un symptôme qui s'appelle le signe de Steinberg. Le signe de Steinberg, c'est une explication graphique de ce que c'est. Vous l'avez là. C'est globalement un pouce qui est hypermobile. Vous voyez qu'on arrive à déplacer un peu plus que ce qu'on arrive à faire raisonnablement, et un pouce qui est plus long que d'ordinaire. Ça, c'est le signe de Steinberg. D'accord ? Et ce signe de Steinberg, c'est un symptôme assez caractéristique d'une autre maladie, c'est le MS de tout à l'heure, dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle le syndrome de Marfan. Voilà. Et ici, le médecin, finalement, a dit je crains que vous souffriez du syndrome de Marfan. Ce n'est pas simplement myope, mais simplement parce que cette maladie va me permettre d'expliquer plus de symptômes que vous présentez. Voilà. Donc, si on revient à notre théorie de tout à l'heure, vous voyez, une façon de formaliser tout ça, c'est la même théorie que tout à l'heure. Vous avez maintenant l'information médicale sur le syndrome de Marfan. Si la personne souffre du syndrome de Marfan, voilà, il y a des effets sur la vue, la personne va avoir flou, elle va présenter le signe de Steinberg. C'est une maladie héréditaire, ce qui n'est pas le cas directement de la myopie. Et puis, le syndrome de Steinberg, c'est le fait d'avoir un pouce hypermobile et plus long que la moyenne. Donc là, vous avez tous les symboles qui sont maintenant révélés. Vous avez toujours votre expérience, la vision est floue, puis une manifestation supplémentaire. Ici, une observation réalisée par le médecin. Le patient présente ce signe de Steinberg. Ça va? Donc ici, vous voyez, avec cette hypothèse, on peut non seulement expliquer ce qu'on nous demande d'expliquer, la vision floue, mais en plus, en fait, expliquer l'observation. Voilà, on a le signe de Steinberg. Ce qu'on ne peut pas faire en faisant simplement une hypothèse de myopie. Donc, le médecin préfère globalement cette hypothèse de syndrome de Marfan comme explication. Voilà. Je passe à la question de l'intelligibilité maintenant, parce qu'elle se pose tout de suite. Et j'enchaîne donc avec la suite de la visite. Voilà, le docteur dit très fort que vous souffriez du syndrome de Marfan. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Abraham Lincoln, mais si mon médecin me disait ça, je dirais des accos, quoi vous posez, c'est quoi ce truc? Pourquoi, alors en particulier, pourquoi pas la myopie? Donc,
Là, l'explication est facile, hein, c'est celle que je viens de faire. Donc, OK, plutôt le syndrome de Marfan, ça je veux bien, mais c'est quoi? Pour le docteur, oui, évidemment, un médecin va comprendre, va connaître cette maladie, etc., savoir ce que c'est. Un patient, typiquement, ça, il n'est pas, voilà, il n'en sait pas plus. Donc ici, de façon tout à fait raisonnable, Abraham va demander à son médecin des explications, hein, globalement, sur le signe de Steinberg, sur le syndrome de Marfan. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est grave? Quels sont les effets? Voilà. Et bien sûr, pour pouvoir fournir une explication intelligible, hein, le médecin va avoir besoin de s'appuyer sur les connaissances qu'il suppose en fait, possédées par Abraham. Donc, de la connaissance de bon sens, des choses comme ça, peut-être des symptômes que Abraham peut observer lui-même, hein, mais il ne peut pas faire l'hypothèse qu'Abraham a des connaissances médicales. S'il devait communiquer avec un collègue, ça serait autre chose. On revient toujours sur cette question de l'explénie, à qui on communique une explication. Voilà. Donc, une façon de modéliser très simple, finalement, de notre interlocuteur, l'explénie, c'est juste de considérer, de voir un ensemble, un alphabet, un vocabulaire particulier. C'est l'ensemble des énoncés propositionnels qui sont connus, compris, disons, par l'explénie, par l'utilisateur. Hein, qui sont connus, puis qui sont aussi intéressants pour lui. Il y a des choses dont il n'a pas besoin de savoir. On va supposer ça. Et du coup, hein, quand on dérive une explication, il s'agit de communiquer cette explication à un utilisateur. Si on la communique telle que, comme avec le syndrome de Marfan, ça ne va sans doute pas le faire. Ici, le praticien va essayer de faire, c'est finalement de communiquer ce que l'explication dit à propos de lui, étant donné la connaissance médicale. Donc, qu'est-ce qui va être intelligible? Hein, et vous voyez, là, on retrouve, aussi, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, si on veut caractériser cette information-là, d'un point de vue logique, on va retrouver cette quantification existentielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. On prend notre théorie, on ajoute l'explication elle-même, et là-dedans, on va projeter tout ça sur ce qui est intelligible. On va projeter sur U. Donc, on va oublier tout ce qui n'est pas dans U. C'est ça qu'on va communiquer, en fait, à notre explénie. Voilà. Alors, quand on fait ça, hein, on affaiblit logiquement. Il se peut très bien qu'on perde le statut d'explication. Mais c'est mieux que rien. On va fournir quelque chose qui ne va pas tout expliquer, hein, mais pour le patient, c'est utile. D'accord? Pour autant, on perd le statut d'explication. On le perd quelle que soit d'ailleurs la façon dont l'explication a été obtenue. On peut le perdre, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, vous pourrez regarder, on peut le perdre s'il s'agit d'explications déductives. C'est très simple de comprendre si finalement l'utilisateur ne comprend, hein, dans sa batterie de concepts, il y a très peu de choses, U est largement réduit, on va quasiment tout oublier, on va affaiblir très fortement, hein, et dans ce cas-là, on va perdre globalement le statut explicatif, que ce soit pour les explications déductives ou des explications abductives. Donc voilà, ça malheureusement, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc sur notre exemple, on peut supposer que finalement, à part les maladies elles-mêmes, pas toutes les maladies, mais le syndrome de Marfan, le signe de Steinberg, etc., ça, Abraham ne connaît pas. Le reste, hein, le reste, ça va. Finalement, avoir un pouce plus long, un pouce plus mobile, ça, il comprend ce que ça veut dire. D'accord ? Si on applique donc cette opération, hein, de projection sur l'exemple, hein, vous voyez, ce qu'on va produire comme explication, c'est tout ça. D'accord ? Évidemment, on peut utiliser la théorie du domaine pour simplifier cet ensemble d'informations. Parce qu'il y a des choses ici qui, finalement, ne sont pas liées. Hein, il faut rester lié à l'explication primitive pour être intéressant. Ce qui vient directement de la théorie, comme le fait que si je souffre de conjonctivite, j'ai les yeux rouges, ce n'est pas intéressant. D'accord ?
Donc, on peut utiliser, vous voyez, la connaissance pour essayer de simplifier l'explication. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, quand on veut expliquer raisonnablement. Voilà. Donc ici, il se trouve que le statut explicatif, en faisant ça, va être préservé. On a de la chance. C'est pas vrai de façon générale. Ici, on va continuer à pouvoir expliquer, vous voyez, à partir de cette information qui est là. D'une part, le fait qu'Abraham souffre d'une vision floue, d'accord, il ne voit pas bien, d'accord, mais aussi qu'il présente le signe de Sternberg, parce qu'il a un pouce hypermobile et plus long que la moyenne, d'accord, et avec la théorie du domaine, ça suffit à justifier c'est ça le signe de Sternberg, c'est la définition. Voilà. Bien sûr, on a quand même perdu de l'information. Voilà. Le fait que, vous voyez, ce que c'est que le syndrome de Marfan, ben, ça, de toute façon, voilà, on l'a perdu. On n'est pas capable, ici, de fournir quelque chose d'équivalent au patient. S'il vous plaît. Oui. Là, vous semblez enlever ce que ne sait pas l'utilisateur en quelque sorte. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire que le U en opposition est infini? Il est censé tout savoir. Alors non, en fait, voilà, c'est U typiquement, on va considérer quelque chose de fini, et donc ce qui est pas dans U, mais on va se restreindre, si vous voulez, de toute façon, on peut toujours le faire en logique propositionnelle, on va se restreindre au langage qui apparaît dans la connaissance disponible. D'accord? Ça, on peut toujours le faire. Ça donne la même chose. Voilà. Donc ici, en utilisant l'ensemble des concepts, le vocabulaire qu'Abraham comprend, le docteur ne va pas pouvoir lui expliquer précisément ce que c'est que le syndrome de Marfan. Alors, au-delà de la connaissance de l'agent qui explique, il peut être intéressant aussi, si on en dispose, si on a des hypothèses sur la chose, d'utiliser la connaissance propre de l'expédie pour simplifier les explications. Sur l'exemple qui est là, par exemple, ici, ça ne sert à rien de lui réexpliquer dans l'information qu'on va lui donner que sa vision est floue, parce qu'il le sait, il est venu, il a consulté pour ça, au départ. Donc ça, voilà. À partir du moment voilà, où il a réalisé qu'il avait un pouce plus long que la moyenne et hypermobile, ça ne sert à rien de lui dire, il le sait déjà. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet globalement de compresser finalement, de se limiter à la partie utile de l'explication qu'on fournit. Alors, quelque chose d'utile, pour le trouver, évidemment, il faut éventuellement essayer de mettre en place, ce que je disais tout à l'heure, un processus d'interaction avec le patient. En vrai, ça se passe souvent comme ça avec le médecin. D'accord? Là, une question qui va peut-être poser, mais voilà, est-ce que c'est grave? D'accord? Est-ce que c'est, il a des enfants? Est-ce que c'est héréditaire, par exemple? Alors, malheureusement, c'est le cas pour la maladie de Marfan. Donc, ça, c'est une information utile que le médecin va pouvoir lui fournir. Une information qui comprend et qui est d'intérêt pour nous. Voilà. Après, il avait posé deux questions. C'est quoi le signe de Sternberg? Et là, vous voyez, la donne n'est pas la même. Donc, on peut utiliser la même technique, c'est-à-dire, je vais compléter avec ici mon explication, ma théorie, et regarder ce que finalement tout ça me dit sur le vocabulaire compris par Abraham. Et là, ça me dit quelque chose qui, modulo la théorie, je peux l'utiliser pour simplifier mon explication, c'est la même chose qu'avoir un pouce hypermobile et plus long que la moyenne. Et cette fois-ci, on ne perd pas d'informations. Vous voyez, ce qu'on fournit à Abraham comme explication sur le signe de Sternberg,
ben c'est précisément quelque chose qui caractérise, c'est une définition de ce que c'est pour un patient que présenter le syndrome de Steinberg. Donc la situation n'est pas la même que pour le syndrome de Marfan précédemment. Ici, on explique. Ça va? Ça reste un statut d'un explanance. Ouais. Ah oui, là on préserve du coup, puisque voilà, on va garder là, pour sûr, on va garder le statut d'explication. Ça va? Voilà. Alors, on retrouve derrière ces notions-là un vieux concept, bien connu aussi en logique, je vais vous parler rapidement, c'est le concept de définissabilité. Donc la question finalement ici, pour savoir si on peut reformuler une explication pour la rendre intelligible à un utilisateur, c'est de savoir si, étant donné la connaissance dont on dispose, on est capable de construire une information, on va dire ici une formule, qui s'appuie uniquement sur les concepts connus de l'utilisateur et qui soit équivalente à l'explication de départ, à mon explanance alpha. Et donc, une telle formule alpha U, on va appeler ça une définition de alpha sur l'alpha BU. D'accord? On peut, sans perte de généralité, supposer que finalement l'explanance se réduit à quelque chose de très simple, une variable propositionnelle, une proposition atomique. Pourquoi? En faisant une simple transformation comme celle-là, en rajoutant, en nommant, en se disant, voilà, alpha, je lui donne un nom, c'est telle variable. D'accord? Il s'agit maintenant de déterminer si cette nouvelle variable, on va pouvoir lui trouver une définition à partir de U. Vous voyez que si c'est le cas, comme, évidemment, on aura aussi, c'est un raisonnement très simple, une explication pour alpha. Voilà. Alors, une telle forme d'explicabilité ici de variable, c'est ce qu'on appelle la définissabilité explicite en logique. Explicite, vous voyez, parce que pour prouver qu'une formule ici, une variable est définissable, on met en évidence une formule particulière construite sur un alphabet particulier. Et on prouve une telle équivalence, c'est une conséquence logique de notre connaissance. Alors, il y a une autre forme de définissabilité bien connue en logique, qu'on appelle la définissabilité implicite. Vous voyez, on retrouve ici, sous une autre forme, cette idée de preuve constructive d'un côté. C'est constructif, je donne une définition, mais on peut faire autrement. On peut prouver qu'une définition existe sans avoir besoin de mettre en évidence la définition, en passant par cette idée de définition implicite. La définition implicite, c'est dire la chose suivante. On va dire qu'une variable ici, ça pourrait être une formule, est définissable à partir de U dans T. Quand en fait, chaque fois que j'affecte les variables de U d'une certaine manière, je donne une valeur de vérité aux variables de U, dans ma théorie, eh bien nécessairement, je peux déduire que alpha est vrai ou que la négation de alpha est vraie. D'accord? C'est de la définissabilité implicite. Là, on n'a plus de notion de définition de la parole. Alors, il y a un vieux résultat de logique qui s'appelle le théorème de Beth. Alors, c'est une conséquence du théorème d'interpolation de Craig-Lundon dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut le voir comme ça. Qui nous dit, globalement, en logique propositionnelle et en logique du premier ordre, la définissabilité explicite et la définissabilité implicite, c'est la même chose. On peut définir implicitement, montrer en fait qu'une variable, une formule est définie implicitement à partir d'un ensemble de variables dans une théorie, si et seulement si elle l'est explicitement. D'accord? Ce n'est pas le cas dans toutes les logiques. C'est vrai encore au premier ordre, mais ce n'est pas vrai dans toutes les logiques. Donc, le côté intéressant, c'est du coup, c'est ce côté non constructif. On n'a pas forcément besoin de mettre en évidence une définition pour montrer qu'elle existe. Ça, c'est des choses que j'ai utilisées complètement dans d'autres cadres avec des collègues pour effectuer des pré-traitements, par exemple, efficaces pour compter des modèles dans des formules et faire du calcul de proba. C'est autre chose, mais voilà, ça peut être utilisé à pas mal de sauces.
Voilà, et c'est aussi intéressant parce que, en fait, en théorie, hein, la taille des définitions qu'on peut construire, elle peut être grande. En fait, on peut montrer que sous des hypothèses raisonnables de théorie de la complexité, pas forcément classique, mais raisonnable, on ne peut pas trouver de façon générale des définitions de taille polynomiale dans la taille élémentaire. Voilà. Donc, alors en fait, si on veut prouver qu'une définition existe sans avoir besoin de la calculer, on peut utiliser un truc encore plus vieux, un papier un résultat d'Alessandro Padoa. C'est un étudiant de Peano. On parlait d'arithmétique tout à l'heure, on y revient. Qui a montré la chose suivante. Alors là, je vous le fais en logique propositionnelle. Hein. Bon, si la variable dont je veux prouver qu'elle est définie, elle fait partie du vocabulaire de l'utilisateur, bah, il suffit de donner la variable comme explication, on est bon. Si elle ne fait pas partie, qu'est-ce que je peux faire? Je prends ma théorie et j'en crée un clone. D'accord? Je prends la même théorie, j'en crée un clone, donc je prime toutes les variables propositionnelles dans ma nouvelle théorie, sauf celle de U. Je fais la conjonction des deux. Je rajoute ici la variable à expliquer, d'accord, et la négation de son clone. Et je vais me poser la question de la cohérence de ça. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dire que cette formule est incohérente, c'est précisément en fait montrer que la variable, ici, x alpha, elle est définissable à partir de U dans T. Ce qu'il y a de bien, c'est que, alors c'est des choses que j'ai étudiées, travaillé là-dessus avec Jérôme Lang il y a assez longtemps, hein, c'est que ici, vous voyez, les définitions possibles peuvent être de taille exponentielle dans le cas des cas. Donc, pour pouvoir montrer qu'il existe une définition, on peut, grâce à ça, avoir un algorithme beaucoup plus efficace qu'un algorithme qui consisterait à deviner une définition et à montrer qu'il s'agit bien d'une définition. Parce que deviner la définition, comme elle peut être de taille exponentielle, ce n'est pas un certificat polynomial. Voilà, on aurait une complexité évidemment tout de suite beaucoup plus élevée. On peut faire une chose beaucoup plus efficace que ça. Je vous le montre vite fait sur l'exemple, vous voyez. Donc, voilà, ce qui est en dehors du vocabulaire d'Abraham, ce sont le syndrome de Marfan, le signe de Steinberg. Voilà ma théorie, voilà son clone. J'ai renommé ici ce qui n'est pas dans ce qui est dans U-bar, hein, ce qui est dans le complémentaire de U. Et du coup, vous pouvez observer ici que, par exemple, le syndrome de Marfan, ce n'est pas définissable. Si vous prenez la conjonction de tout ça et que vous mettez les variables tout à vrai, hein, sauf celle qui est imposée à être à faux ici par la conjonction, vous avez un modèle, votre formule est cohérente. Si vous essayez de faire la même chose avec maintenant votre variable à expliquer qui correspondait au signe de Steinberg, vous allez trouver une incohérence. C'est assez simple à voir parce que si cette variable doit être vraie, forcément, on doit avoir la conjonction, le pouce doit être hypermobile et plus long que la moyenne. Hein. Mais si cette variable, en même temps, ici, doit être faux, vous voyez, on doit avoir la négation de cette conjonction. Donc, on confie ici apparaît tout de suite. Voilà. Dernière partie, qu'est-ce qui me reste comme temps On est bien. On est bien? Plus d'une demi-heure. Magnifique. Alors, je vais vous parler donc là de choses un peu plus récentes, voilà. Des choses un peu anciennes. Mais néanmoins, je pense quand même utile sur cette idée de l'intelligibilité, d'utiliser de la connaissance pour aller réussir à fabriquer des explications qui soient compréhensibles, hein, qui soient utiles. Je vais vous parler donc d'explications de classement, maintenant, donc des choses qu'on a entreprises ces derniers temps dans le cadre de la chaire avec des collègues, des étudiants qui le font là-bas. Voilà, donc c'est venu tout ça. Bon. Je vais rappeler quelques banalités, ça vous avez bien compris. Hein, il y a eu un gros boom de l'IA ces derniers temps avec l'apprentissage profond. Voilà.
Ça a complètement bouleversé l'ensemble des méthodes utilisées dans les domaines de la vision par ordinateur, le NLP, le TAL en français, traitement automatique des langues, plein d'autres champs. Bon. On va le voir, ça pose des problèmes d'explication. Je vais me focaliser sur la tâche de classement ici. Classer des objets, c'est les mettre dans des classes. Voilà, donc on va se donner, alors je vais utiliser la terminologie un peu standard en apprentissage, un ensemble X de features, d'attributs. Je vais travailler avec des attributs booléens. On a Y, c'est un ensemble de classes. Il s'agit pour chaque instance possible, donc des affectations de valeurs aux attributs, de déterminer dans quelle classe on range l'objet. Et ça, ben, souvent, on l'apprend à partir d'un training set, d'un ensemble d'apprentissage qui nous dit pour un ensemble d'objets donnés, dans quelle classe on range l'objet. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça commute. Mais bon, comment on fait ça? Ben, on utilise des modèles d'apprentissage voilà, qui vont être plus ou moins interprétables. Il y en a plein. Petit exemple ici. Même pas lancé, c'est tout ça. Voilà, vous avez vu ces jours derniers que voilà, selon les cas, on a plutôt intérêt à utiliser un modèle qu'un autre. Cette question aussi du nombre de paramètres. C'est de garder raisonnable par rapport au nombre d'exemples disponibles, ce genre de choses. Vous avez vu aussi que souvent les prédicteurs efficaces, en particulier tous ces réseaux profonds, ce sont des boîtes noires, sont opaques. Et ça, bien sûr, ça pose un problème dans pas mal d'applications. Alors, quand il s'agit de ranger sur son téléphone des photos, de connaître les visages, etc., pour les mettre dans les bons folders, c'est pas grave si ça se trompe. Mais quand on fait des choses un peu plus sensibles, liées à la médecine, mais ça peut être à des applications, on a des exigences en termes de sûreté, par exemple, il ne faut pas se tromper. Ben, là, c'est important de pouvoir expliquer finalement les prédictions faites, de pouvoir vérifier, entrer à l'intérieur de la boîte noire, s'assurer qu'il ne se passe pas n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est bien de dire, OK, je t'ai donné un X, tu me dis c'est un Y. C'est chouette, je suis content, mais j'aimerais bien que tu me dises pourquoi. Voilà. Donc, ça, c'est le côté explication. Ici, c'est le côté explication locale pour un X donné. Et puis, il y a ce côté inspection. Je veux comprendre un peu ce qui se passe. C'est plutôt le côté explication globale. Je voudrais m'assurer, par exemple, que les prédictions ne s'appuient pas sur des biais. Il n'y a pas de biais dans ce que je fais. Bon. Voilà. Et donc, ces besoins-là, c'est clairement ce qui a été le déclencheur finalement de ce qu'on appelle l'IA explicable depuis une paire d'années. On veut pouvoir expliquer des prédictions faites et on veut pouvoir vérifier des prédictions. Voilà. Donc, l'explication dans un contexte de classement, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut considérer différents types d'explications. Ça, on l'a vu hier, donc je vais aller assez vite. Des explications qui sont locales, donc qui sont spécifiques à une instance particulière, pour lesquelles on a fait une prédiction, par opposition à une explication plutôt globale sur le fonctionnement entier, sur ce que sont par exemple les attributs les plus pertinents pour le classement, quand on regarde le classifieur comme un tout. Enfin, il faut dire le classeur si on fait du bon français, mais c'est difficile. Voilà, puis les explications qu'on va produire, là encore, est-ce que c'est vraiment, Elisa Froment en a parlé un petit peu hier, on peut s'intéresser à faire de l'explication modèle agnostique, c'est-à-dire sans se préoccuper du tout du modèle. Et souvent, ça va être heuristique. Mais on peut aussi essayer de développer des modèles d'explication qui soient, des notions d'explication qui soient à base de modèles, c'est aussi plus rigoureuse. Je vais vous montrer ça.
Voilà, et donc il y a plein de travaux. Hein. Elisa Fromont a donné plein de références hier. Là. Je rappelle ici simplement peut-être les références principales. Voilà, sur les méthodes, en fait, ici modèle agnostique, sur Lyme, hein, vous avez vu, on va faire une explication locale, on prend notre instance à classer, on va regarder, en fait, on va considérer un échantillon, d'accord, des instances qui sont proches, alors qu'est-ce que ça veut dire, de l'instance à classer, hein, et puis on va séparer, on va utiliser ces instances-là, et puis construire en fait un séparateur linéaire, et utiliser ensuite les poids du séparateur linéaire comme des explications. Globalement, c'est ça que fait Lyme. On a des méthodes à base de la valeur de Shapley, Chap, dont Elisa a un peu parlé aussi, alors qui sont aussi intéressantes, mais posent, un peu comme Lyme d'ailleurs, hein, pour des raisons liées au calcul. Je crois que vous allez avoir une présentation vendredi complète sur ces aspects-là, donc je ne vais pas détailler plus. Hein, mais en fait, pour des raisons liées au calcul, que ce soit Lyme ou Chap, typiquement, on va à un moment échantillonner, approcher, ne pas calculer exactement, et donc on va perdre toute garantie finalement sur le résultat que l'on obtient. Voilà, Chap, c'est un peu inévitable, alors, sauf pour les arbres de décision, où on sait calculer la valeur de Shapley de façon exacte et efficace. Voilà. Alors, entre ces méthodes qui sont plutôt à base de modèles et plutôt heuristiques, hein, bien évidemment, on va avoir un compromis, souvent comme ça on y a. Ici, ça va être entre finalement la correction de l'explication. Est-ce qu'on est sûr que l'explication qui est fournie, c'est bien une explication et dans quel sens? D'accord. Et bien sûr, le passage à l'échelle. Et donc, moi, je vais vous parler des travaux qu'on développe, alors je ne sais pas ça, il y a des personnes aujourd'hui à travers le monde, sur des explications plutôt locales et à base de modèles. On va s'efforcer, en fait, de modéliser notre boîte noire de façon à pouvoir ensuite fournir des explications qui sont rigoureuses, dans le sens où on a une définition assez simple de ce que c'est qu'une explication. Et quand on fournit une explication, on est sûr que c'est une explication. Donc, pour des applications critiques, ça a du sens de faire ça. Voilà. Donc, le point de départ de ces travaux sur ce qu'on peut appeler formal XLAG, on va utiliser des méthodes formelles pour faire des liens explicables, c'est de dire, globalement, voilà, notre prédicteur, c'est quelque chose, il se passe des trucs, mais de toute façon, c'est un certain programme. Et un programme, on peut toujours le voir comme un certain circuit. Un circuit, alors à un certain niveau d'abstraction, comme un circuit booléen, terriblement compliqué, ou un circuit arithmétique. Mais au final, voilà, n'importe quel programme, vous pouvez le voir comme un circuit. Et donc, on va exploiter ça. Je vais vous montrer. Oups. Voilà. Donc ici, globalement, on ne fait pas d'explainability by design. On va pas, voilà, notre classeur, il a été appris. Il est là. On se débrouille avec. Tout est fixé. C'est paramètres. On va viser des circuits booléens ou arithmétiques. Je vais surtout vous parler de circuits booléens. Et puis, une fois qu'on a fait cette transformation, en fait, on a besoin de la faire une fois, on n'a pas besoin de la faire pour chaque instance à expliquer. Ça va être indépendant des instances à classer. Voilà. Alors, dans le cas booléen, dans le cas où ces variables ici de classe, ici ce sont des variables booléennes, on est dans la classe, on n'est pas dans la classe. En fait, un circuit de classement, en fait, on peut le voir nécessairement, c'est d'un point de vue logique, c'est un circuit qui est équivalent à une formule de la forme qui est là, c'est-à-dire toutes les variables vont être définissables. Vous voyez l'idée, vous avez des variables en entrée, elles sont définissables forcément, voilà, à partir d'elles-mêmes. Hein.
Et puis, les autres variables qui ne sont pas les variables d'entrée, ben, comme c'est un circuit, elles sont définies à partir des variables d'entrée. Vous voyez, et vous continuez à propager. Et quand c'est un circuit booléen, hein, toutes les variables à la fin, ce que vous obtenez en sortie, c'est nécessairement une fonction de ce que vous avez en entrée. D'accord? Quand votre circuit, voilà, au départ, il est quelconque ou c'est une formule, vous voulez savoir si c'est bien un classifieur booléen, ben, quelque part, il faut qu'il vérifie cette propriété-là. Alors, pourquoi je vous montre ça? Ben, en fait, parce que c'est lié à une notion dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, la notion de définissabilité. C'est un peu plus que ça. Alors, définissabilité, il s'agit de montrer que des variables sont définissables. Donc, quand on fixe des valeurs de vérité en entrée, voilà, des variables qui servent à définir, les variables de x, hein, les valeurs de vérité en sortie deviennent fixées. Elles deviennent vraies ou fausses. C'est la définissabilité implicite. Et quand je dis elles deviennent vraies ou fausses, c'est un ou inclusif. Éventuellement, les entrées peuvent être interdites. On pourrait avoir une sortie qui est en même temps vraie et fausse. Dans la définissabilité classique. C'est interdit ici. On parle parfois de définissabilité non ambiguë. Il faut bien sûr que toutes les instances puissent être classées. On lui met n'importe quelle instance en entrée à notre classifieur, il faut qu'il produise, d'accord, qu'il nous dise pour chacune des classes possibles si on est dans la classe ou si on n'est pas dans la classe. Alors, ça pose à tester ce genre de choses, c'est plus difficile que la définissabilité classique. On monte d'un niveau dans la hiérarchie polynomiale. Donc, si on veut faire de l'IA formelle, je l'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir construire cette théorie, ce circuit arithmétique ou logique qui représente finalement notre classeur. C'est une chose à faire. Il va falloir aussi définir c'est quoi finalement des requêtes d'explication, de vérification, d'inspection. Finalement, qu'est-ce qu'on veut faire sur ces objets-là? Poser ça rigoureusement. Et puis après, voir qu'est-ce que ça coûte. Est-ce qu'on va réussir à répondre à ces questions de l'IA explicable? Et puis, si on n'y arrive pas en toute généralité, essayer de trouver des conditions suffisantes qui permettent, quand elles sont vérifiées, de garantir en fait, qu'on pourra répondre à ces questions d'IA explicables de façon efficace, avec des algos en temps polynomial, si possible linéaire. Et puis, trouver des langages qui vérifient ces conditions. Donc ça, c'est un petit peu notre programme de recherche. En ce moment, on s'amuse à ce genre de choses. Un petit mot sur les façons de coder des circuits des classeurs en circuits booléens. On sait faire ça aujourd'hui, il y a des travaux là-dessus pour divers types de circuits booléens ou arithmétiques, divers types de classeurs. Je vais vous montrer quelque chose de simple, mais pas complètement trivial, les forêts aléatoires, comment on fait ça. Donc, je vais retourner voir Abraham maintenant. Imaginez qu'on veuille construire automatiquement un prédicteur pour le syndrome de Marfan. Bon. Donc, j'utilise les notations standards X et Y de l'apprentissage. Hein, et vous voyez, des attributs, alors, ce n'est pas les mêmes que précédemment, exactement. Hein. X1, voilà, le patient souffre d'une scoliose, il a une vision floue, il a des problèmes pulmonaires, le signe de Steinberg qu'on retrouve, il a de la fièvre. Voilà, donc les patients sont décrits par un certain nombre d'attributs. Le médecin décide si le patient souffre ou pas du syndrome de Marfan. C'est notre training set. Puis on apprend à partir de ça. Et puis on va apprendre, alors là je vous fais une forêt aléatoire très simple avec trois arbres de décision. C'est le moins qu'on puisse faire pour que ça ne soit pas trivial. Que ce ne soit pas juste un arbre de décision, il faut prendre des décisions à la majorité simplement. Ouais, vous pouvez imaginer appris ces arbres-là. Et voilà une personne qui arrive, qui présente des symptômes. Donc, il a tous les symptômes sauf la vision floue. Est-ce que le prédicteur va nous dire, va suspecter le syndrome de Marfan? La réponse est oui. Comment ça marche? Je pense que vous savez comment fonctionne un arbre de décision. Hein. On va suivre dans chacun des arbres de décision le chemin
qui est possible, qui est compatible avec l'instance donnée. Donc, vous voyez, ici, x4 doit être vrai, ici, x2 doit être faux. On tombe sur ici un nœud 1, qui veut dire qu'on est dans la classe. On fait pareil à côté. On a un nœud 1, et pour le troisième arbre, on a un nœud 0. Comme ici, on a une méthode ensemble, une forêt aléatoire, on va faire un vote majoritaire. Ici, on se rend compte que 2 arbres sur 3 concluent pour le syndrome de Marfan. On va dire, OK, la majorité l'emporte, on va supposer, on va dire l'instance, on la classe comme une instance positive, on la classe des personnes souffrant du syndrome de Marfan. Voilà. Comment on code ça? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. On va prendre chaque arbre de décision. On va regarder ici, dans notre arbre de décision, les feuilles qui permettent de conclure positivement. D'accord? On va introduire une variable intermédiaire pour chacun des arbres. Ça, c'est le premier arbre. J'introduis une variable y1. Et puis, je vais dire quand est-ce que j'ai y1, quand est-ce que mon arbre de décision classe l'instance comme une instance positive. Ben, précisément, quand le chemin que je suis m'amène à une feuille 1. Vous voyez, c'est-à-dire quand x2 est faux et x4 vrai. C'est le premier terme qui est là. Ou alors, quand toutes les 4 variables ici de décision 1, 2, 3, 4 sont vraies. Et on fait ça, voilà, on regarde simplement. Ça se fait très facilement ici, un temps linéaire dans la taille de notre arbre. Et puis, il nous reste une contrainte. Donc, on ajoute ces contraintes, une conjonction logique de ces contraintes-là, et on ajoute une contrainte logique supplémentaire qui porte ici sur la variable de classe, ici juste y, qui en fait code le vote majoritaire. Donc cet objet-là, ce n'est pas directement une formule logique, mais en fait, on appelle ça une contrainte de cardinalité. D'accord? Ça se code facilement en fait comme une logique équivalente. De la même manière, la façon d'écrire, on a vu hier, je crois, le perceptron. La façon d'écrire cette somme pondérée avec ce seuil, cette step function, ça, en logique, on appelle ça autrement, on appelle ça une contrainte pseudo-booléenne. Ce sont des objets, quand les variables au départ sont booléennes, mais ce sont des objets qu'on considère aussi. Voilà, les explications. Alors, qu'est-ce qu'on peut produire comme explication? Ben, on l'a déjà vu ces derniers jours. On peut s'intéresser à des explications qui expliquent pourquoi une instance a été classée comme le prédicteur le dit. Mais l'utilisateur peut aussi demander des explications contrefactuelles. Du genre, pourquoi pas? Tiens, vous dites c'est le syndrome de Marfan, mais pourquoi c'est pas plutôt... voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça ne soit pas ça, par exemple? C'est ça l'explication contrefactuelle. Et puis en IA explicable, il y a ce côté inspection aussi. On attend aussi de pouvoir entrer dans la boîte noire, donc ici entrer quelque part dans le circuit qui lui correspond, pour voir dans quelle mesure les classes telles qu'elles sont reconnues par notre classeur, d'accord, elles sont compatibles avec éventuellement les intuitions, les attentes de l'utilisateur. L'utilisateur, il dit, mais ça, ou l'expertise métier, vous voyez, de se dire, non, une instance comme ça ne doit pas, c'est ça, ça ne doit pas être ça, ou je dois trouver, voilà la proximité entre mes classes. Bon, je vais vous donner quelques exemples, en fait, de requêtes de vérification ici. Voilà. Donc, pour les requêtes d'explication, souvent, on s'intéresse à deux choses. Les explications abductives qui soient les plus faibles possibles, d'un point de vue logique. Donc, ici, propositionnellement, c'est subset minimal. Même chose pour des explications contrefactuelles. Pour les requêtes de vérification, on peut s'intéresser à voir si, par exemple, dans notre entrée, il y a des features qui sont complètement inutiles, qui ne servent à rien, qui ne servent pas à classer. On peut s'intéresser à voir si, finalement, il n'y aurait pas des features qui soient obligatoires. Ils doivent être là pour que l'instance soit classée d'une certaine manière, ou au contraire interdit. Vous voyez, ça, c'est l'utilisateur ou l'expert peut avoir de l'information là-dessus et avoir envie de voir finalement si ce qui a été appris,
c'est compatible, proche de ce qu'ils pensent a priori. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier éventuellement des attributs qui sont monotones pour une classe donnée. C'est des propriétés qui peuvent être attendues, vous voyez, de certains classeurs. Dans les problématiques de type prêt bancaire, on attend par exemple un attribut du genre, vous voyez, l'income, les revenus de la personne, d'accord. S'il y a un revenu donné, d'accord, tout le reste étant fixé, on décide d'attribuer un prix à la personne et que son salaire, par exemple, augmente, il est raisonnable de supposer que le classeur ne change pas la décision. D'accord, cet attribut, on a de la connaissance experte qui nous dit que cet attribut doit être monotone pour la décision. Et c'est intéressant de regarder si finalement la boîte noire respecte ça. Si elle ne respecte pas, on peut se dire qu'il y a des choses bizarres. Voilà, mesurer la fréquence aussi des features dans les classes données, etc. Voilà des requêtes, un peu des sondes qu'on peut avoir envie de faire sur notre classeur pour voir si c'est compatible avec les hypothèses qu'on peut se faire au départ sur ce que sont les classes, vraiment les classes, puis la façon dont le classeur les voit. Voilà. Donc, pour ce qui est des explications abductives, je disais souvent celles qui sont minimales d'un point de vue logique, les plus faibles logiquement. On appelle ça aussi les prime implicant explanations, ça ne vous surprendra pas. On retrouve cette idée d'implicant premier dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou encore des raisons suffisantes. Tout ça, globalement, c'est la même chose. L'idée, c'est de dire on s'intéresse à des sous-ensembles qui soient minimaux possibles, donc des termes les plus faibles possibles logiquement, c'est ça les ensembles minimaux de features, qui sont tels que n'importe quelle instance qui va partager ces features va être classée par notre classeur de la même manière. Vous voyez, on a une notion d'explication ici qui est, dans la définition, est relativement simple, d'accord, et qui est rigoureuse. On sait précisément ce que ça veut dire expliquer. Donc, par exemple, alors ça, je ne vais pas vous le montrer, ça serait un peu long, mais notre instance d'entrée, là, si on veut trouver des explications pour notre forêt aléatoire, des explications, des raisons suffisantes, en fait, par exemple, x1 et x4, c'est une raison suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où x1 est vrai, x4 est vrai, le reste ici, là, x2, x3, x5, vous pouvez leur donner les valeurs de vérité que vous voulez. D'accord? Le classeur va le classer de la même manière. OK? C'est une vision globale au final. Alors, ce n'est pas global parce que vous voyez, c'est quand même spécifique à l'instance. Les features qu'on ressort ici sont nécessairement des features qui sont des features de l'instance. Ici, c'est x1 vrai, x4 vrai, parce que dans mon instance, x1 est vrai et x4 est vrai. Ouais. Mais du coup, si on a une autre instance qui valide quand même x1, x4 et le reste n'importe quoi, on ressortira cette explication. Ouais, ça sera c'est une sorte de comportement global. Ça sera une sorte, voilà, ça va regrouper, c'est ce que font en fait les implicants, si vous voulez, de la fonction. Elle regroupe un certain nombre en fait, de modèles. De façon analogue, on a des explications, on veut s'intéresser à des explications contrefactuelles qui soient minimales. Vous voyez ici, on peut avoir envie de déterminer, enfin voilà, l'utilisateur est surpris, il se dit, non, je ne pensais pas que j'étais dans la classe, cette instance-là, pour moi, c'est curieux. Comment il faudrait la changer minimalement? Alors, du point de vue ensembliste, là encore, c'est ensembliste. Quelles sont les features à changer de façon à classer autrement? Et là, par exemple, pour l'instance qui est là, pour l'utilisateur, la réponse devait plutôt être ça, c'est une instance négative. Vous voyez, des explications contrefactuelles, elles sont là. En fait, il suffirait, par exemple, de changer x4. Si x4 est faux, d'accord, eh bien, on obtiendrait, donc l'instance 1, 1, 1, 0, 1 serait classée comme une instance négative par le classeur. D'accord? C'est ça une explication contrefactuelle. D'accord? Voilà. Alors, il y a des liens entre les explications abductives, les raisons suffisantes, et les explications contrefactuelles.
fait, il y a un concept d'ensemble intersectant minimaux qui est pas mal développé, en particulier autour des questions de calcul de diagnostic dans les années 80 déjà, qui peuvent être exploités ici. Et puis, il y a des algorithmes, en fait, qui sont malins pour calculer ce genre de choses. C'est lié aussi à des questions importantes en théorie du calcul, la question de la dualisation des fonctions booléennes. Je vais vous épargner tout ça. Mais ici, vous pouvez observer, par exemple, que pour notre instance de tout à l'heure, les deux explications minimales qu'on a ici, ce sont en fait des ensembles intersectants minimaux de ces explications contrefactuelles. Vous voyez, il faut donc intersecter chacun des ensembles ici, et être minimal pour l'inclusion ensembliste. Donc, vous retrouvez, par exemple, x4 et x1, ça intersecte les trois ensembles, c'est la raison qui est ici. Et puis sinon, eh bien, x4, x2 et x3. Et puis, bien sûr, puisque c'est une dualité, ça fonctionne dans l'autre sens. Alors ça peut être aussi intéressant, pour évidemment, si on a calculé un ensemble d'explications, de passer à l'autre. Voilà, les features irrelevantes, je vais aller très vite là-dessus, ceux qui ne servent à rien dans le classement. Sur notre exemple, c'est assez facile de voir que x5 n'est pas relevant. Ceux qui sont obligatoires, au contraire, c'est ceux qui doivent être là, comme on indique, pour pouvoir classer une instance. Ici, on peut montrer, par exemple, sur notre modèle, on a besoin d'avoir x4 vrai, si on veut reconnaître. Donc, il faut le signe de Steinberg pour que le classeur reconnaisse finalement une instance comme étant une instance positive du syndrome de Marfan. Les features monotones, je vous en ai parlé. Ici, il se trouve qu'ils sont tous monotones. On peut travailler sur des questions aussi de fréquence des features, évaluer à quel point un attribut, une caractéristique, c'est-à-dire un attribut, une valeur pour cet attribut, apparaît fréquemment ou pas dans les instances d'une classe donnée. Et tout ça, on va pouvoir en fait le calculer en travaillant sur le circuit et en mobilisant des outils de raisonnement automatique. Donc, quand il y a une seule classe, en fait, ce qui peut être intéressant d'observer, c'est qu'on peut se débarrasser ici du symbole qui sert à modéliser la classe. Et en fait, voilà, simplement, là encore, en utilisant toujours un peu le même genre de construction, je fais la conjonction avec mon classeur et j'oublie tout ce qui est en dehors de x. Ça va me donner une formule. Et en fait, plutôt que d'utiliser un circuit qui utilise cette variable y, on peut s'en débarrasser. Voilà, et ça change pas grand-chose. Donc, sur notre exemple, notre circuité, en fait, c'est quelque chose qui en fait, est équivalent à une certaine formule, est équivalent à y, c'est une seule classe. C'est un classifieur booléen, je vous l'ai montré tout à l'heure. D'accord. Ici, voilà, y tout seul, on n'en a pas besoin. À la place, on peut travailler avec ce sigma. Et du coup, voilà. C'est quelque chose qu'on peut observer aussi. Et du coup, on va pouvoir simplifier les définitions quand on est dans ce cadre-là. Donc, on a une seule classe. C'est juste positif ou négatif. On va pouvoir simplifier les notions de raison suffisante. Ici, vous voyez qu'une raison suffisante, quand on travaille avec le sigma qui veut travailler avec le t, ça va simplement être un impliquant premier de sigma, dont x constitue un modèle. Ce n'est pas n'importe quel impliquant premier, c'est des impliquants premiers particuliers. Voilà. Et du coup, alors, si à contrario, vous voyez, donc, on parle parfois d'explication abductive ici, parce que c'est un premier impliquant de alpha, donc alpha a pour conséquence logique sigma, d'accord? Si on fait de l'abduction, mais ça reste une vue possible. Et si on réintroduit, par exemple, les variables de classe, on peut montrer en fait que nos explications ici, ce sont des interpolants particuliers
En fait, l'observation qui est faite, c'est quand j'ai X, quand j'ai l'instance X, je suis dans la classe Y. D'accord? Ça, c'est ce que explique ma théorie T. D'accord? Et je vais chercher un interpolant particulier, alpha ici, c'est un terme, un interpolant de cette forme-là, qui me permet donc d'expliquer voilà, pourquoi X est classé comme un Y. Et vous voyez que là, l'explication, quelque part, elle est déductive. Donc, voilà, je vais vous montrer ce petit truc au passage. Voilà, alors je vais aller très vite là-dessus. Ouais. Si on veut caractériser les raisons suffisantes encore plus simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas, vous voyez, de ce côté, il faut être un modèle en plus de l'instance qu'on classe, est-ce qu'on ne pourrait pas évacuer ça et trouver une formule, finalement, telle que les raisons suffisantes de mon instance, ça soit les impliquants premiers de cette formule. D'accord? Alors, la réponse est oui. Et pour ça, il faut utiliser une forme de quantification un peu plus fine encore que la quantification dont je vous ai parlé jusque-là, qui est la quantification de littéraux, sur laquelle je vais zapper tout ça, sur laquelle j'ai travaillé il y a un bout de temps. Voilà, avec Jérôme Blanc, et puis notre collègue à Rome. Et puis là, sur laquelle je me suis remis récemment avec Mme Darwish. Voilà, en fait, on a montré, il y a un papier qui va sortir dans pas longtemps dans le Journal of Higher Research sur ça, c'est qu'on peut utiliser ces outils-là, logiques, pour répondre à des requêtes d'IA explicables. Voilà. Donc, de façon générale, bien sûr, vous avez compris ce qu'on fait là. L'idée, c'est plutôt d'utiliser, c'est d'avoir recours à ce modèle formel et des outils de démonstration automatique pour raisonner sur le classeur. Ce qu'on a montré récemment, ça c'est un papier qui va paraître à CAER cette année, c'est que toutes ces requêtes que je vous ai montrées précédemment, ce sont des requêtes difficiles dans le cas général, quand on ne fait pas d'hypothèse particulière sur le circuit. Du coup, on s'intéresse à voir si on peut faire baisser la complexité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on regarde, par exemple, des classeurs particuliers. Est-ce que ça peut baisser? Et puis, d'un point de vue pratique, finalement, est-ce que c'est très grave que ça soit intraitable? Il y a toujours aussi un gap entre la théorie et la pratique. Surtout autour de SAT, aujourd'hui, on sait résoudre des instances en pratique, en fait, de grande taille. Voilà, sinon, comment faire avec cette intraitabilité? Alors, en fait, ce qu'on a montré récemment, c'est que ces requêtes-là, leur complexité va dépendre fortement du modèle d'apprentissage. Et je vais faire un focus ici sur les arbres de décision. C'est un formalisme intéressant parce que, excusez-moi, il est en fait à la croisée des chemins à la fois entre l'apprentissage automatique et la représentation des connaissances. C'est un vieux truc, hein, vous savez, par exemple, le papier là, de Quinlan est sorti dans le numéro 1 de Machine Learning, voilà, en 86. Ce papier-là, il y a plus de 25 000 références. Donc, des algos pour calculer des arbres de décision, ils utilisés, il y en a partout. Puis on utilise ça pour faire plein de trucs. Voilà, de la distillation, de modèles plus compliqués, des choses comme ça. Les arbres de décision, c'est aussi un langage intéressant d'un point de vue logique, d'un point de vue représentation des connaissances. Ça, on a étudié ça avec des collègues il y a quelques années aussi. Voilà, il y a plein de requêtes sur les fonctions booléennes qui sont traitables sur les arbres de décision. Un type compter des modèles. Voilà, des transformations utiles aussi. Et donc, souvent, on se dit, les arbres de décision, voilà, ce sont des modèles interprétables, et puis on dit aussi, puis les autres ne sont pas. Voilà, c'est un common claim. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc-là? Est-ce que c'est vrai? Et à quel point est-ce que c'est vrai? Souvent, on dit ça. Pourquoi? Simplement parce que si je prends un arbre de décision tout seul, je peux très facilement trouver pour une instance une explication locale.
Hein, ben, ouais, si mon instance, vous voyez, je mets tout à vrai, mes 5 features, ben, je suis mon chemin, puis je m'arrête. Hein, et mon explication locale correspond en fait à ce qu'on a appelé la raison directe, c'est-à-dire le chemin que j'ai suivi dans mon arbre de décision. Donc, toutes les variables ne sont pas forcément affectées. Ici, x5, par exemple, n'est pas. X5 n'était pas pertinent pour cet exemple. Mais si j'avais x4 vrai, x2 faux, vous voyez, je n'aurais pas besoin dans les raisons de ma décision, je n'aurais pas besoin de considérer les valeurs de vérité données aux features 1 et 3. Voilà. Alors, ce qu'on peut montrer, vous voyez, c'est que, par exemple, donc non seulement cette raison directe, voilà, on l'a toujours, mais on sait la calculer efficacement. Ce n'est pas toujours la même chose qu'une raison suffisante. Il peut y avoir des attributs redondants dans une raison directe. Mais pour autant, on va pouvoir, en fait, ce que je vous montre là, passer d'une raison directe à une raison suffisante efficacement, avec un algorithme glouton. Hein, vous voyez ici, par exemple, voilà, on n'a pas besoin de considérer que x2 est vrai pour expliquer pourquoi cet arbre de décision classe l'instance où je mets tout à 1 comme vrai. Pourquoi on n'a pas besoin de faire cette hypothèse? Regardez ce qui se passe si x2 est faux. Si x2 est faux, on va classer dans la classe des positifs aussi. D'accord? Donc, sur cette base, voilà, on peut, avec un algorithme glouton, extraire une raison suffisante à partir d'une raison directe. Et ce qu'on a montré, en fait, de façon plus générale dans ce papier qui va apparaître, c'est que toutes les requêtes d'IA explicables que j'ai montrées précédemment, d'accord, on sait leur associer un algorithme en temps polynomial pour les résoudre quand le modèle d'apprentissage, c'est un arbre de décision. Qu'est-ce qui se passe pour le reste? Alors, dans ce même papier, on a montré, là encore, vous voyez que c'est très clivé. Quand vous considérez des classeurs, ici booléen, type DNF, liste de décision, forêt aléatoire, boosted tree, certaines formes de réseau de neurones, etc., aucune des requêtes d'IA explicables précédentes, ne possède d'algorithme en temps polynomial pour être résolu, sauf si P égale NP. Donc, il y a une vraie frontière au niveau de l'efficacité du calcul entre les arbres de décision d'un côté et tous ces autres modèles de l'autre. Voilà. Est-ce que pour autant ça fait tout, les arbres de décision? Ben non. C'est aussi des choses qu'on a montrées récemment. Pourquoi? Ben parce que même pour un arbre de décision, des raisons suffisantes, il peut y en avoir une quantité exponentielle. Et même des raisons suffisantes minimales, de taille minimale. Voilà. Et donc, c'est bien, ok, on est content, on sait extraire une raison suffisante efficacement à partir d'un arbre de décision. Vous voyez, il peut y en avoir une quantité exponentielle, mais en plus de ça, on ne sait rien sur le partage de features entre les raisons suffisantes. Il y a peut-être des raisons suffisantes qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a calculées. Donc, se limiter à calculer une raison suffisante, ben, c'est quand même pas top. Vous voyez, il faut aussi dire enfin, ce qui marche bien et ce qui ne marche pas. Voilà. Bon, ce n'est pas vrai pour les raisons contrastives, ça, je n'aurai pas la possibilité de le montrer. Je vais passer très vite là-dessus. Voilà, ça, c'est un arbre de décision pour lequel, si on met tout à vrai, eh ben, on va avoir un nombre en fait, exponentiel de raisons suffisantes, de taille minimale, qui explique le classement qui est fait. Ça, voilà. Voilà un autre exemple qui, voilà, si je prends cet exemple-là, je classe l'instance qui est ici, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, x1 est vrai, voilà, je vais calculer une raison directe qui sera x1. Okay, je suis content, mais en fait, il y en a une autre qui est simplement x2. Vous voyez, parce que l'arbre de décision qui est là, il équivaut à x1 ou x2. D'accord? Si je calcule juste x1, ben, je suis quand même pas content parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas du tout connecté à x1, en quelque sorte, c'est x2, rien à voir avec x1, il n'y a pas de feature commun, et pour autant, je passe à côté. Évidemment, il faut compliquer le problème encore. J'ai fait la forme la plus simple. Alors, c'est vrai aussi en pratique. On s'est amusé voilà, à calculer, par exemple, des raisons suffisantes. Vous voyez, sur un arbre de décision avec une bonne précision, ici, sur une liste,
On sépare les 4 des 9. Et puis, on s'est amusé, vous voyez, pour l'instance qui est là, à calculer des raisons suffisantes. Et on en a trouvé plus de 482 milliards. Okay, on sort une. On est content avec ça. Bon. Voilà. Et puis, elles peuvent être bien différentes. Vous voyez, on a représenté là-dessus 2 raisons suffisantes. Donc, ici, les features, ce sont des pixels. Les points en bleu, c'est des pixels qui doivent être allumés. Les points en rouge, c'est des pixels qui doivent être éteints. Vous voyez, pour classer. Vous voyez que c'est quand même pas mal différent. Voilà, alors on peut quand même synthétiser, on peut faire des choses quand même. Comme il y a beaucoup de raisons suffisantes, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est quand même pas possible d'essayer de synthétiser tout ça? On a travaillé là-dessus, introduit des notions de features qui sont nécessaires, de features relevants, c'est-à-dire des features qui apparaissent dans toutes les explications, qui apparaissent dans au moins une explication. Puis on peut s'amuser à calculer l'importance explicative des features. Ce n'est pas la même chose que l'importance des features pour le classement. Ici, c'est pour l'explication. Et ça, en pratique, ça ne marche pas trop mal. En fait, on peut montrer que sur des arbres de décision, ça se calcule en tant que polynomial. Et l'importance explicative, ça ne se calcule pas en tant que polynomial en théorie, c'est faire le comptage. Mais en pratique, ça marche plutôt pas mal. Pour les autres modèles, voilà, on a de la NP difficulté partout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, on arrête, on va faire autre chose? La réponse est non. Voilà, c'est le pire des cas, la NP difficulté. Voilà, il faut regarder ce qui se passe en pratique. Et là, du coup, il faut faire des expériences pour voir ce qui se passe. Donc, voilà, on travaille aussi là-dessus. On sait caractériser des raisons suffisantes pour des forêts aléatoires avec des concepts de démonstration automatique, des concepts de MUS, de Minimal Insatisfactory Subset. On peut utiliser des algorithmes pour les MUS de façon à dériver des raisons suffisantes. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal pour des forêts aléatoires. On a fait des expés, par exemple, là encore, vous voyez, sur des exemples type Farm Ads. C'est un dataset que vous connaissez peut-être sur de pubs pour des fermes qui sont considérées comme des bonnes pubs ou des mauvaises pubs. Donc c'est à base de mots, les features sont des mots qui sont présents, qui ne sont pas présents. On a construit, par exemple, une forêt aléatoire avec une centaine d'arbres. Et voilà, par exemple, ce qu'on peut calculer voilà, comme taille pour des raisons suffisantes. Voilà, des boîtes à moustaches pour les distributions. Un diagramme de dispersion qui illustre peut-être un peu mieux, vous voyez, la différence de taille. Donc là, on a beaucoup de features. Entre les raisons suffisantes et la raison directe. On peut calculer des raisons directes pour les arbres pour les random forests en faisant des unions en fait des raisons directes des arbres de décision qui classent à vrai, enfin qui classent comme le résultat, comme la random forest, l'instance que l'on veut classer. Enfin, donc on s'est amusé à faire ce genre de choses. Alors même si vous voyez que voilà, les tailles ça reste grand. Hein. Alors, pensez à Miller tout à l'heure et au nombre magique de 7. Je ne sais pas. Bon, si on veut rendre les choses plus traitables encore, on peut essayer de transformer notre circuité en autre chose. Ça, c'est de la compilation de connaissances, c'est des machins que je fais depuis longtemps. Je vais vous passer tout ça. Mais bon, voilà, on peut exploiter des langages intéressants pour lesquels il existe bien étudiés, pour lesquels il existe des compilateurs pour faire des choses. Ça, on a montré ça, c'était à KR l'an dernier. Et puis, bien sûr, une piste importante, c'est celle d'utilisation de connaissances pour reformuler, simplifier les explications, pourquoi pas essayer de les abstraire, de les approcher de façon plus intelligible. Je pense qu'il y a c'est une piste de recherche que j'aimerais développer, il y a des choses à faire autour de ça. Et puis, c'est indispensable, si on pense toujours à ces idées d'intelligibilité, il faut essayer de compresser quand les explications sont trop nombreuses ou trop compliquées. Voilà, donc
Je vais m'arrêter globalement là, hein, peut-être en terminant en rappelant que la représentation des connaissances a beaucoup à voir avec l'IA explicable. Parce que pour expliquer, on a besoin souvent l'explication prend la forme de connaissances. On va pouvoir transférer, qui va s'appuyer sur des concepts, des énoncés qu'on peut interpréter, sur lesquels on peut raisonner. C'est important. Je vous ai présenté voilà, quelques points, quelques aspects de la question, hein, vu de l'angle KR. Je me suis focalisé là-dedans, surtout sur la logique classique. Ce n'est pas voilà, la seule logique qu'on peut considérer, bien sûr, hein, même si c'est un peu la clé de voûte des logiques pour l'IA, mais il y a plein d'autres choses voilà, qu'il faudra regarder. Voilà, les concepts que j'ai mis en évidence d'interpolation de définissabilité existent dans certains cadres, mais pas partout. Voilà, et puis il reste plein à faire, vous voyez, du côté des encodages. Est-ce qu'on réussira à encoder un CNN, est-ce qu'on peut faire, et est-ce que surtout, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on saura raisonner de façon suffisamment efficace là-dessus? Voilà, il faut implémenter plein de trucs, parce que c'est important, la pratique c'est essentiel aussi. On va s'efforcer de faire ce genre de choses, développer des librairies aussi sur tout ça. Voilà, et puis la fin peut-être, hein, c'est ce dont parlait Isabelle Lopp, c'est de voir si finalement on ne peut pas essayer de mixer tout ça. Moi j'y crois assez, enfin, je trouve qu'Isabelle a montré des choses assez convaincantes dans cette direction, hein, d'exploiter des techniques de représentation des connaissances et de raisonnement pour apprendre mieux, par exemple, et puis aussi, et il y a beaucoup de choses là-dessus, utiliser des techniques d'apprentissage pour raisonner plus efficacement. Voilà, donc aller demain vers de l'IA hybride, c'est un peu le grand défi de demain. Voilà, donc ça, c'est les remerciements de toute la bande qui travaille avec moi. Et voilà. Puis à la fin, on mettra les slides sur le web, il y a des références, hein, quelques références que j'ai pointées. Elles sont ensuite. Ok, je pense qu'on peut remercier Pierre. Et maintenant, on peut prendre s'il y a des questions. Je regarde sur Zoom. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a des gens qui disent, il y en a plein qui disent merci, qui applaudissent. Voilà. Donc, qui disent stop, merci, applaudissements, merci beaucoup, etc. S'il y a une question ici, on peut la prendre. Bon, il est déjà 42, donc on peut aussi aller manger. Mais en tout cas, je surveille un peu plus. Quand je surveille un peu plus Zoom, il n'y a pas de questions. Je peux prendre pour l'auditoire, je peux prendre des questions. On a la pause, oui, donc on a fait encore sur Zoom. Non, ici, alors, il y a quelqu'un qui. Moi, ça va être concerné. Je suis très intéressé par vos résultats sur les arbres. Et si, du coup, vous avez créé une feature importante, est-ce que vous avez essayé de comparer un peu à SHAP, qui est très connu aussi, pour être bien calculable sur les arbres et qui est populaire pour expliquer ces modèles-là? Alors, c'est des choses qu'on est justement en train de voir. Là, c'est très actuel. On va discuter avec l'UNES. Oui, voilà, on s'intéresse effectivement aussi à ce genre à comparer, hein, finalement. Alors, même si on ne fait pas précisément la même chose, hein, c'est-à-dire que nos explications, on ne va pas essayer d'accorder comme le SHAP, donc calcule la valeur de Shapley, donc l'importance de chaque attribut d'une instance donnée dans le classement réalisé. Nous, on regarde vraiment les choses, on calcule vraiment des raisons suffisantes. Alors, je pense qu'on ne va pas calculer précisément quand on calcule l'importance explicative, on ne va pas calculer exactement la même chose, mais il faudrait qu'on regarde s'il y a des corrélations, par exemple, avec les valeurs qui sont données par SHAP. Voilà, ça c'est des choses qu'on n'a pas encore. Ce dont j'ai parlé là, hein, c'est le papier AKR, il n'est pas encore publié.
Donc, il y a aussi des Et puis, questions en choses- ligne. Il y a des papiers qui sont dans Archive aussi, qui ne sont pas en Archive pour l'instant. Hein. Des choses très récentes. Donc, je lis une question, c'est par rapport à des arbres de décision. Si on passe à des soft decision trees, donc est-ce qu'on peut faire la même type d'explication avec des soft decision trees? J'en sais rien. Après, je dirais à partir du moment où on a un classeur booléen, hein, donc quelque part le modèle, là, le T correspondance d'une fonction booléenne, les notions de raison suffisante, de raison contrefactuelle qui sont définies là, elles dépendent en fait, elles sont définies ici pour des classeurs booléens. Donc, elles sont indépendantes quelque part du modèle. Hein. Elles s'appliquent en fait à n'importe quel modèle à partir du moment où c'est un classeur booléen. OK. Donc, je ne vois pas d'autres questions en ligne. Il y a une question ici. Oui, c'est un rapport. Vous avez dit qu'il fallait faire des expérimentations pour voir si en pratique, ces questions pourraient être utilisées justement pour expliquer les modèles. Alors, c'est surtout pour voir si on arrive à si c'est suffisamment efficace. Hein, c'est-à-dire, on a toute cette palette de requêtes d'IA explicables. Voilà, mais identifier ces requêtes, c'est une chose, mais après, on veut, sur notre modèle, pouvoir véritablement regarder, est-ce que je pense que tel feature doit être monotone, d'accord? Je veux vérifier que sur mon modèle, il l'est, d'accord? Et ça demande un calcul. Et si le calcul n'est pas réalisable pour des raisons de ressources de calcul, bah, on est content d'avoir la requête, mais vous voyez, ça ne sert à rien. Donc, et là, quand on est sur des questions de NP difficulté, il faut. Alors, on pourrait détailler un peu les choses. Hein, la NP difficulté, disons, c'est une sorte de fourre-tout. Hein, c'est de la NP difficulté au sens large ici en plus, parce que ce n'est pas que des problèmes de décision dans lesquels on va mettre tout ce pourquoi on conjecture fortement qu'il n'y a pas d'algorithme en temps polynomial. Mais d'un point de vue pratique, il peut y avoir des différences tout à fait importantes d'efficacité pour des mêmes instances. Vous voyez, compter des modèles, par exemple, c'est quelque chose qui va être typiquement beaucoup plus difficile que de déterminer si un modèle existe. Est-ce que pour l'instant, il y a déjà des librairies pour faciliter justement ces expérimentations-là? Alors, il y a, alors, pas directement lié, c'est des choses qu'on veut faire, hein, justement, c'est faire un petit peu un pont entre des outils de démonstration automatique qu'on a développés au labo, voilà, autour du comptage de modèles, par exemple, hein, mais il n'y a pas que ça, du calcul de Muse dont je parlais, hein, pour permettre une intégration, disons, facile, après, pour des problématiques plutôt d'explication, de classement, d'apprentissage, etc. Donc là, il va y avoir un boulot un peu aussi d'ingénierie à mettre en place. Voilà, c'est une étape du projet. OK, merci. Il n'y a plus de questions en ligne. Je pense que c'est bon pour ici. Merci beaucoup.